discute avec un chef d'entreprise, puis je sache que j'arrive à connaître cette fameuse danseuse, c'est quoi qu'il a derrière la tête, mais pas ce qu'il a devant, là, ce qu'il a derrière, ce qui le fait rêver, je sais pas, s'acheter un camping-car, faire le tour du monde pendant 6 mois. Voilà, c'était ça, c'était vraiment s'attacher au projet de vie du chef d'entreprise. Dans l'esprit, dans l'ADN de Rivalis, il y a un élément qui est fort et qui revient systématiquement, et on va en parler maintenant, c'est le projet de vie. En quoi le projet de vie, c'est un truc qui a toujours fait partie de l'ADN de Rivalis. Alors déjà dans l'idée de notre père, là on va revenir vraiment sur la genèse de Rivalis, dans l'idée de notre père, mais le constat de Rivalis, c'est de se dire à un moment donné, ce qu'il ne comprenait pas, pourquoi il y avait autour de lui des entreprises qui déposaient le bilan, qui ne réussissaient pas dans leur développement, ils bossaient comme des dingues, mais en gros, ils déposaient le bilan alors qu'ils bossaient. Bon, il ne comprenait pas pourquoi. Et il se rendait compte que ce qui était développé à l'époque comme outil, c'était plutôt des systèmes, des outils pour être capable de faire mieux de la gestion, de la trésorerie, pour faire tout un tas de choses pour l'entreprise et de manière générale. Et lui, il se dit, c'est quand même dommage, parce que si je veux qu'une entreprise se développe, déjà, quand j'ai un dirigeant à sa tête, l'important, c'est que lui soit motivé à la faire développer, son entreprise, ou en tout cas à la développer d'une manière générale. Donc déjà, je vais essayer ce qui me semblerait plutôt logique, c'est de me dire, je vais essayer plutôt de m'attacher à l'intérêt, à l'envie de ce chef d'entreprise pour construire quelque chose, plutôt qu'à des outils pour faire mieux fonctionner son entreprise. En gros, si mon dirigeant, il a envie de se lever le matin, s'il est motivé, sa boîte, elle va se développer. Bah, s'il n'est pas motivé, sa boîte, il y a des chances qu'elle se développe un peu moins. Et après, l'idée était de se dire, bon, bah, ok, mais qu'est-ce qui va le motiver, ce chef d'entreprise? Bah, c'est lui donner un objectif, c'est lui donner une vision, une envie, quelque chose. Notre père appelait ça à l'époque sa danseuse. Je discute avec un chef d'entreprise, et puis il faut que je sache, que j'arrive à connaître cette fameuse danseuse, c'est quoi qu'il a derrière la tête, mais pas ce qu'il a devant, là, ce qu'il a derrière, ce qui le fait rêver, je sais pas, s'acheter un camping-car, faire le tour du monde pendant 6 mois. Voilà, c'était ça, c'était vraiment s'attacher au projet de vie du chef d'entreprise. C'était de se dire, bah, si je suis capable de connaître vraiment son envie, son souhait, son désir, son vrai projet de vie, bah, ensuite je serai capable certainement d'être plus performant dans l'accompagnement. Et ensuite, il faut être capable de mettre en place un outil, un système, une organisation qui nous permette d'atteindre ce fameux projet de vie du chef d'entreprise. Et là, en creusant, on se rend compte que ce qui stresse ce fameux chef d'entreprise, pourquoi il n'est pas forcément serein dans le quotidien de son entreprise, c'est qu'il n'a pas toutes les données de sa boîte. C'est comme je le disais tout à l'heure, il bosse comme un dingue, puis il se retrouve en fin d'année, puis son comptable lui dit qu'il a mal bossé, qu'il faut déposer le bilan. Parce que tout simplement, au quotidien, il n'a pas le détail de son activité. Il ne sait pas, lorsqu'il fait un devis, ce qu'il gagne, ce qu'il perd. Il ne sait pas quelle est la situation de sa boîte en temps réel. Il ne connaît pas une idée de la projection de son entreprise. Il ne sait pas, quand il embauche quelqu'un, s'il peut le faire, s'il doit le faire, si c'est bien de le faire, à quel prix, etc. Il ne peut pas simuler tout un tas de choses dans son entreprise, des investissements. Et on se rend compte très vite que ça ne marche pas parce que ce chef d'entreprise ne peut pas être serein puisqu'il n'a pas des données en temps réel dans son entreprise. Et c'est là que naît en fin de compte le concept de Rivalis, en se disant, oui, donnons-lui un système, une méthode, un outil qui lui permet, déjà quand on a compris son projet de vie, on va calibrer le système sur son projet de vie. Pas juste que sur un simple objectif de dire oui, je veux faire 10 000 ou 15 000 de résultats. Non, je veux avoir ma piscine, très bien. Écoute, ta piscine, elle coûte combien? Écoute, 30 000, c'est parfait. 30 000, il faut qu'on fasse tant de résultats. Écoute, on va calibrer ta boîte pour l'emmener à ce résultat-là. C'est pas grave, c'est la tireuse de bière, on est dans le caveau, tout est normal, tout est sous contrôle. C'est pas une fausse tireuse à bière. C'est une vraie tireuse de bière. Et donc, j'ai perdu le fil. Voilà. Donc, et tout l'intérêt de la démarche, c'est vraiment de dire, ok, on a calibré le système, on va calibrer le système pour être capable, en fin de compte, d'atteindre ton projet de vie, qui est peut-être ton rêve. Est-ce que tu as des exemples de projets de vie, comme ça, d'artisans, qui ont été rendus possibles par cette mécanique? Piscine, alors ça, des piscines, on en a. Des piscines. On en a vous avez accompagné. Il y aura des actions, c'est des joyaux d'ailleurs, parce que je ne sais pas combien de piscines on a fait créer. Alors, donc, ça, ce serait Water Air, mais. Water Air, c'est vrai. Mais blague à part, il y a beaucoup de piscines, effectivement, qui font partie des rêves des chefs d'entreprise. On a eu des trucs assez impressionnants, des camping-cars, des tours du monde. Ok. Des trucs assez sympas. Moi, je bosse comme un dingue, quoi. J'en ai marre, quoi. Moi, je veux partir avec mon camping-car. Et puis, quand tu parles de camping-car ou de tour du monde, c'est pas que
à un projet de vie financier. C'est aussi la capacité de se donner du temps, peut-être pour pouvoir le réaliser, quoi. Tu sais, on a un artisan comme ça qui nous avait beaucoup touché. Alors, je ne me rappelle plus son nom, c'était il y a très longtemps, mais qui avait, c'était assez génial, mais qui avait donc un dirigeant d'entreprise qui avait son frère handicapé. Ok. Et le problème de son entreprise, c'est que petite boîte, embaucher son frère handicapé, pour lui, c'est pure charge. Donc en gros, impossible. Et son projet de vie, c'était d'avoir la capacité que sa boîte soit suffisamment rentable, d'avoir la capacité d'embaucher son frère dans son entreprise. Génial. Donc son frère, qui malheureusement n'était pas productif, mais il voulait pouvoir l'intégrer pour voilà, qu'il soit dans un cadre social, un cadre d'entreprise dans lequel il pouvait bosser, être connecté à la vie de son frère. Et son projet de vie à lui, c'était tout simplement d'avoir la capacité d'embaucher son frère handicapé dans sa boîte. Donc c'est génial, c'est vrai que la notion d'argent est très souvent, d'ailleurs c'est ça qui est assez chouette, et c'est ce qu'on essaye vraiment de faire comprendre aux conseillers, et c'est ça tout l'art de Rivalis, c'est d'arriver à faire sortir cette fameuse danseuse de la tête du dirigeant. C'est pas, comme tu disais, c'est pas du financier, ça ne nous intéresse pas, ça. C'est pas d'avoir 30 000 pour s'acheter une piscine. Moi, je veux une piscine. Je ne veux pas 30 000 euros pour acheter une piscine. Une piscine, je veux avec mes amis, le barbecue, la piscine, la famille. C'est ça, c'est ce que ça représente. C'est ce que ça représente. Voilà, c'est ça, Rivalis, c'est ça. Et alors, tu parles justement des conseillers. Là, on parle du projet de vie de l'entrepreneur accompagné par le conseiller. Mais Rivalis, c'est un homme et une machine. C'est un logiciel, c'est des méthodes, etc. Mais c'est surtout un homme qui accompagne. Et est-ce que cet ADN de projet de vie, tu le retrouves aussi dans le conseiller lui-même? Alors, il est un peu différent. Là aussi, quand tu vois un peu le profil du conseiller Rivalis, le conseiller Rivalis, dans 80% des cas, il est déjà salarié. Dans 20% des cas, lorsqu'il rentre dans le réseau, il est déjà indépendant, il est déjà consultant. Donc, pour les 80%, donc ceux qui sont plutôt salariés, bah oui, c'est le rêve d'être indépendant, d'entreprendre. Okay, c'est le fameux mythe de je suis libre parce que je suis indépendant. La liberté. Je bosse dans un grand groupe, je ne sers pas grand-chose, je fais des PowerPoint toute la journée, j'ai 50 balais, je me fais chier au quotidien. Désolé d'utiliser ce terme-là. Et j'ai envie d'être indépendant. Voilà. Alors, comment je le fais? Je ne sais pas forcément. Je n'ai pas forcément l'idée, je n'ai pas forcément l'organisation. Je ne sais pas forcément dans quel domaine. Et c'est là qu'on rentre en contact avec lui. Le projet de vie, pour lui, alors, certains ont une cause un peu plus noble. C'est dire, bon, ben voilà, pendant toute ma carrière, j'ai appris des choses. Je sens bien que je pourrais transmettre. Le premier critère, c'est quand même l'indépendance. C'est d'abord, je veux être libre. Okay. Après, je veux transmettre. C'est que, bon, j'ai appris des choses, j'ai 50 balais, mais là, tout ça, voilà, moi, il y a plein de gens avec lesquels je pourrais leur apporter plein de choses, en fin de compte. Bah, ça, effectivement, cette envie, cette volonté, ce souhait de transmettre, c'est quelque chose qui est extrêmement important chez eux. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que cette notion de projet de vie, elle vient de votre père, déjà au départ, mais que vous avez poursuivi cette démarche. Rivalis aurait pu changer de cap à un moment donné. Pourquoi est-ce que vous êtes resté sur ce mode de fonctionnement? Pourquoi? Parce que je pense que c'est l'ADN de l'entreprise. On le dit souvent, notre job, nos conseillers, leur job, c'est de rendre leur chef d'entreprise heureux. Notre job à nous, c'est de rendre notre conseiller heureux. Donc la chaîne est vertueuse en fin de compte. C'est quand je suis heureux, je m'éclate, quand j'ai envie de transmettre, de faire des choses, d'amener de la valeur ajoutée à quelque chose ou à quelqu'un ou d'une manière générale, je suis heureux de le faire et en plus ça fait du bien, donc mes clients sont heureux. D'une manière générale, il n'y a pas d'intérêt. Enfin, c'est notre ADN pur, c'est pour ça qu'on s'est créé, c'est pour ça qu'aujourd'hui on existe, c'est ce qui fait toute la valeur. Quand tu poses la question aux conseillers aujourd'hui dans le réseau, ça nous fait toujours, on n'est pas toujours surpris, mais ça nous requinque à chaque fois, c'est qu'ils sont toujours motivés par ces valeurs-là. En fin de compte, c'est de transmettre, c'est de voir que lorsqu'ils agissent dans une entreprise, ça a un réel impact, mais pas juste un impact financier. C'est que c'est une famille qui se porte mieux, c'est des enfants qui sont heureux, c'est le gars qui prenait des anxiolytiques qui n'en prend plus. C'est ça, la vraie vie de l'accompagnement des conseillers. C'est pas juste je t'accompagne, je prends mon pognon, je m'en vais, j'ai fait le job et puis je reviens le mois prochain. Il y a une vraie dimension humaine, donc tu ne peux pas casser ça. Le projet de vie fait partie du début de la chaîne du conseiller quand on le recrute jusqu'au suivi de la chaîne lorsqu'il réalise la même transformation chez son client et lorsqu'il le fait atteindre son projet de vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus... Alors c'est vrai qu'on dit souvent qu'on fait le plus beau métier du monde, mais on y croit un petit peu quand même. C'est vrai qu'on rend les gens heureux de manière générale.
C'est clair. Aujourd'hui, par rapport à... donc là, on arrive sur les 30 ans de Rivalis. L'entreprise a eu plusieurs mutations, plusieurs changements, plusieurs pivots, comme on dirait dans le domaine des startups. Par contre, cet ADN-là n'a jamais changé. C'est quoi la différence, par contre, du réseau, de Rivalis, qu'est-ce qui a évolué pendant toutes ces années qui fait que vous existez encore et qu'on ne peut pas considérer que malgré que vous ayez 30 ans, ce soit une vieille entreprise qui est posée comme on pourrait Ouais, bon, déjà, je pense que l'innovation fait déjà partie de notre ADN aussi. On a un père qui était fan d'innovation, on est nous câblés innovation, donc une entreprise qui n'innove pas, de toute façon, elle meurt. Ça, c'est une évidence, mais ça, j'aurais tendance à dire que c'est Rivalis et c'est partout pareil. Et comme c'est vraiment les points sensibles comment dire, les points de valeur essentiels de nos conseillers lorsqu'on les recrute, bah, ça, c'est de toute façon toujours présent depuis longtemps. Après, qu'est-ce qui a changé? Bah, ce qui a changé, c'est l'organisation. On est plus structuré, on est plus organisé, on a plus de moyens, on est plus gros, on a plus de formateurs, on a plus de logistique, plus d'outils, plus. Oui, mais c'est pas grave, parce que d'une manière générale, les valeurs, le fonctionnement, tout ce qu'on a développé n'a pas vraiment changé. Et c'est vrai qu'aussi, on essaie de faire beaucoup participer le réseau. Donc, c'est notre grande famille, mais c'est la famille dans la famille. C'est qu'en gros, ces conseillers s'organisent en région, font des choses ensemble, font aussi évoluer le réseau, parce que toutes leurs idées, que ce soit à travers les commissions métiers, produits, communication, bah, toutes leurs idées font qu'on arrive à construire un réseau meilleur, plus innovant, plus performant. Donc c'est alchimie de plein de choses, mais toujours avec une base saine, simple, qui sont les valeurs de l'accompagnement, les valeurs humaines, de l'entrepreneuriat. Bah, je pense quelque chose qui fonctionne bien et qui fait qu'on est toujours là aujourd'hui, tout simplement. Ce qui a changé aussi en quelques années, c'est la densification du réseau. Il y a quelques années, un artisan qui voulait être accompagné par un conseiller Rivalis, il n'en avait pas forcément toujours à côté de lui. Aujourd'hui, il y en a combien sur le territoire et comment est-ce qu'on les trouve si on est un artisan? Alors, sur le territoire, il y en a environ 800 qui sont présents sur tout le territoire. Donc, un artisan qui a un besoin à un moment donné d'un accompagnement, à moins d'une heure de chez lui, de toute façon, il trouvera un conseiller. Et comment on le trouve? De manière très simple, il va sur Google Maps, il tape Rivalis, le nom de sa ville, et il aura autour de lui les conseillers qui sont présents dans cette ville, tout simplement. Ouais, donc comme on va chercher un garagiste ou un électricien, on peut assez facilement aujourd'hui trouver son conseiller Rivalis le plus proche pour justement être accompagné dans ces démarches-là. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est tout au long du processus, si j'ai bien compris, la notion de projet de vie, elle est systématique. Je l'ai entendu au niveau du recrutement des conseillers, mais au niveau du recrutement des collaborateurs. Tout au long de la formation, c'est des éléments qui reviennent systématiquement dans les différentes étapes du projet de vie. Alors oui, plus chez un conseiller. Quand tu embauches un salarié dans l'entreprise, c'est plus difficile de parler de projet de vie. Il ne rentre pas chez nous en disant bah, ça y est, c'est un projet de vie de rentrer chez Rivalis. C'est plus le cas d'un conseiller quand il change de vie en fin de compte. Parce que quand il a été pendant 50 ans salarié, comme je le disais tout à l'heure, et que demain il veut être indépendant, c'est un vrai projet de vie. Ce n'est pas juste un projet de nouveau job. Et c'est vrai qu'on voit avec le temps peut-être, et certainement nous aussi, parce que peut-être que dans nos discours, on s'est peut-être un peu galvaudé, on s'est peut-être un peu arrondi trop, peut-être plus assez incisif sur ce sujet-là. Je pense qu'il faudrait qu'on revienne certainement beaucoup plus sur ces fondamentaux qui sont, mais quand vous allez voir un chef d'entreprise, les questions essentielles qu'il faut que vous arriviez, sur lesquelles vous devez avoir les réponses, c'est qu'est-ce qu'il a derrière la tête, en fin de compte? Qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie? C'est quoi son projet de vie? Et que vous arriviez à calibrer la boîte en fonction de ça, tout simplement. Est-ce que tu as d'autres exemples de projets de vie? Si je te donne des mots-clés comme retraite à 65 ans ou transmission de l'entreprise à mes enfants, est-ce que c'est aussi des facteurs qui peuvent être pris en compte dans la... Oui, ça peut, mais bon, là si on parle d'un dirigeant, il n'y a pas de notion de retraite. Enfin, lui, sa retraite, il la prend à 50 ans, il la prend à 55, il la prend à 65, ou il la prend jamais. C'est son entreprise, c'est souvent sa vie. On parle de petites boîtes, là. On ne parle pas de la multinationale et d'entreprise de CAC 40. On parle du petit patron qui, lui, petit, c'est pas du tout péjoratif.
qui est dans son entreprise, mais comme il est chez lui, dans sa maison. Donc la notion de retraite, va poser la question à un artisan, un carreleur, un maçon, un plombier, quand il pense prendre sa retraite, je pense que la réponse, elle est simple. Je ne sais pas, je m'en fous, c'est pas le problème. Enfin, il n'y a pas de sujet, de notion de retraite. Nous, ce qui nous intéresse, par contre, c'est le fameux projet de vie. Ok, tu veux aller jusqu'à où? Tu veux faire quoi, en fin de compte? Tu veux transmettre ta boîte? Il n'y a pas de souci. Écoute, on va calibrer les objectifs pour que dans 3 ans, tu puisses transmettre ton entreprise. Ta boîte, elle s'appelle Dupont Meyer, parce que tu t'appelles Dupont Henri, tiens. Bah, écoute, si tu veux transmettre ta boîte, on va déjà changer de nom. On va plutôt appeler ça Carrelage de l'Est que Dupont Henri, parce que si tu veux la transmettre dans 3 ans, tu vois, c'est plus difficile s'il y a encore le nom sur ta société. Donc on va travailler avec lui pour, en fonction de son projet de vie, parce qu'il aura envie de la transmettre dans 3 ans, bah, la recalibrer, la transformer, faire qu'on soit capable de la transmettre dans 3 ans. Donc tout est toujours lié en fin de compte au projet de vie. La notion de retraite, pour nous, c'est plutôt quelque chose d'assez abstrait, parce que c'est surtout qu'est-ce qu'il a envie de faire de sa boîte et de sa vie. J'ai pas mal dit. Alors, on travaille sur l'histoire de Rivalis, forcément. En 30 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et en discutant avec ta maman, il y a une notion qu'elle a évoquée, que j'ai trouvée assez intéressante. J'aurais aimé avoir ton avis. C'est la trajectoire de l'entreprise avec le décès de ton papa. On voit une entreprise qui a été imaginée par votre père, à toi et Damien, que vous avez intégré quelque part cette philosophie familiale parce que c'est une histoire familiale. Et on a même compris dans l'histoire que ça vient d'avant, ça vient même des grands-parents qui avaient une histoire familiale entrepreneuriale. Le clan, ouais. Voilà, cette espèce de, je ne vais pas dire la mafia, mais... Les origines italiennes. Hein. C'est attention. Quoi. Les mecs, ils viennent d'Italie, ils passent beaucoup de temps en Corse, il ne faut pas pousser non plus. Hein. Et en fait, ce qui est assez étonnant, et j'aurais aimé avoir enfin étonnant, non, ce qui est assez même troublant dans cette histoire, c'est qu'en fait, ton père a commencé à 49 ans, l'histoire de Rivalis. Toi, tu as un peu plus maintenant, tu as déjà passé ce cap des 49 ans. Donc, en fait, tu as à peu près l'âge que ton père avait au début de l'aventure. Et la question, je vais aller jusqu'au bout de la démarche, c'est est-ce qu'au final, vous n'êtes pas resté sur les valeurs d'Henri en héritage et en hommage à ce qu'il a amené à proposer ce projet de vie? Parce qu'en fait, de tout ce que moi j'ai compris, c'est ça. Est-ce que s'il avait encore été là, vous auriez été du genre à dire, bah écoute, papa, maintenant, à un moment donné... Non, parce qu'on y croit. C'est que on aurait changé de trajectoire si on n'y croyait pas. En compte. C'est que si quand on a créé tout ça, on se dit, bon, ouais, c'est ses valeurs à lui, bon, maintenant il n'est plus là, on va faire ce qu'on veut. Oui, mais non, on y croyait, enfin, on y croit toujours. C'est ce qui fait les fondements et l'ADN, ce que je disais tout à l'heure de notre entreprise. Donc, non, je pense que s'il avait été là aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de choses qui auraient changé par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense pas, parce que nous, c'est toujours ce qui nous anime. C'est voir ces hommes, ces femmes heureux, ces transformations, ces accompagnements, ces projets de vie qui se réalisent, le sourire dans la tête, dans le visage des gens. C'est ça qui est chouette, c'est ça qui nous motive. Donc, on n'a pas transformé l'entreprise en mode contrôle de gestion, rentabilité pure. Non, on est toujours dans une entreprise très humaine, très accessible. Les gens sont tous orientés sur ces valeurs très humaines, beaucoup dans l'échange. Ce qui malheureusement se perd souvent un petit peu de la part d'un conseiller qui n'est plus forcément en contact avec nous. Alors, il a tout ce sentiment-là quand il est avec nous, quand il nous voit, quand il vient en congrès, mais après il retourne sur son terrain tout seul, souvent. Alors il est entouré de ses conseillers, de ses collègues conseillers. Mais c'est vrai que des fois, on le voit sur certains retours, il a le sentiment qu'on l'oublie un peu, qu'on ne s'occupe plus de lui, qu'on ne l'aime pas, que les valeurs ci, que les valeurs ça, qu'elles ont changé. Les valeurs n'ont pas changé. Les valeurs, c'est toujours les mêmes, ça ne changera jamais. Du temps qu'on sera là, qu'on existera et qu'on a cette entreprise, et ça se passera encore longtemps, ces valeurs seront toujours là parce que c'est le socle même de tout ce que l'on a créé dans l'entreprise depuis toujours. Que notre père soit là ou pas, je pense très honnêtement que depuis qu'il n'est plus là, ça n'a rien changé au niveau des valeurs.
Alors on a essayé plein de choses, on a créé des entreprises, on est rentré dans différents projets, on a fait plein de choses. On a essayé des choses sur le marché, d'autres choses qui n'ont pas du tout marché. Voilà, mais toujours dans un esprit de se dire ce qu'on fait, on le fait avec des valeurs, avec une cause, avec un sens, pas dans un côté fricard, business, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Alors, moi j'aimerais aussi qu'on revienne un petit peu sur les grands jalons de l'histoire de Rivalis. Ça va nous servir pour le livre. C'est quoi les différents jalons, les différents moments clés, toi, dans ce parcours de Rivalis? Parce que j'imagine qu'entre 2007 et 2024, c'était pas un long fleuve tranquille. Ah non, c'était pas un long fleuve tranquille. Bah, c'est la création de plusieurs sociétés. La création, par exemple, de Petitentreprise.net, qui était un beau projet, toujours un beau projet qui a changé de direction, mais là on est parti sur quelque chose d'assez sympa. On s'est dit bon ben voilà, on va aller toujours dans cette philosophie d'accompagner les dirigeants, de les aider, de leur transmettre de l'information, d'être toujours plus proche d'eux. On va créer un système, une organisation qui fait que quand je tape n'importe quoi sur Google, mais qui m'intéresse moi, dirigeant de TPE, je tombe sur quelque chose qui m'apporte quelque chose. Voilà, un service, une idée, un conseil, quoi que ce soit, ou, bien évidemment, c'était aussi ça l'intérêt, une démarche pour que je puisse rentrer en contact avec un conseiller qui est juste à côté de chez moi. Et c'est d'ailleurs toujours aujourd'hui le fonctionnement de Petitentreprise.net, c'est que quand j'ai un besoin de trésorerie par exemple, je le tape sur Google, j'arrive sur Petitentreprise.net et j'ai un conseiller juste à côté qui a sa fiche sur Petitentreprise.net qui peut y accéder. Donc Petitentreprise.net est une belle aventure qui a changé un petit peu d'orientation mais qui est une très belle aventure. Donc ça, si je me rappelle bien, c'est 2000... Alors c'est 2000, on n'a pas... Alors Odile est arrivé en 2007. Il y a 17 ans. Donc ça fait quoi il y a 17 ans? 2007. 2007. En 2007, création de Petitentreprise.net, parce qu'Odile a été embauché pour développer, pour vraiment développer. Ça existait déjà à l'époque, Petitentreprise.net, mais c'était juste un petit site, vitrine, ça ne faisait rien. Et Odile avait été embauché à l'époque pour développer Petitentreprise.net. Et on s'est quand même retrouvé aux meilleures années de Petitentreprise.net sur, je crois, quasiment 20 collaborateurs qui bossaient dans cette entité. Donc ça, c'était une belle aventure. Après, elle s'est orientée vers Rivalis, mais c'est pas bien grave, parce que dans le modèle, c'est vrai qu'à un moment donné, l'erreur peut-être qu'on a faite, c'est qu'on a voulu ouvrir Petitentreprise.net vers les consultants, hors les conseillers Rivalis. Et là aussi, qu'est-ce qu'on a appris? On s'est rendu compte que les consultants, de manière traditionnelle, étaient sacrément moins performants que nos conseillers Rivalis. Donc on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent à développer toute une communauté pour se rendre compte, en fin de compte, que ça ne servait pas à grand-chose, puisque de toute façon, lorsqu'on avait un contact entrant, un lead, la meilleure réponse, c'était de toute façon le conseil Rivalis. Ouais. Donc on dit, bon, bah, ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a ramené le bloc Petitentreprise.net dans Rivalis pour être capable d'amener des meilleurs services marketing, de solutions, etc. Petitentreprise.net et tout ce qu'on a développé pour Rivalis. Donc ça, c'était une belle aventure. D'autres aventures qui étaient sympas, qui était aussi le rachat d'un salon, un salon qu'on avait appelé Innovia à l'époque, salon d'entreprise, tout simplement, donc un modèle tout à fait traditionnel, un événement, on rencontrait ces fameux chefs d'entreprise, on discutait, on échangeait avec eux, ils faisaient du business. Et là, on a côtoyé un domaine un petit peu différent, qui était intéressant, parce qu'il nous donnait une autre approche de la relation avec ce monde de l'entrepreneuriat. Bon, c'était bien, mais c'était pas. Voilà, on se dit que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour pas forcément grand-chose au final. Enfin, parce que ça restait quand même très local. C'est qu'on a un réseau national, on apporte des solutions d'un point de vue national. Quand on fait un salon là, à Strasbourg, c'est bien, mais bon, on voit quelques dizaines, centaines de chefs d'entreprise, on n'est pas sur les mêmes configurations. On se dit, bon, il n'y a pas forcément d'intérêt à le déployer sur toute la France. Après, on a créé d'autres éléments, un peu en marge, mais toujours dans la logique du pilotage, copilotage, qui est un autre événement qui est les 500 nocturnes. Donc ça, c'est aussi une belle expérience parce que créer un événement avec toujours... Et l'objectif est aussi, c'est important qu'on se le rappelle, l'idée de la création des 500 nocturnes, c'était d'être capable de rencontrer des chefs d'entreprise pour qu'ils puissent faire du business dans un cadre festif. Voilà. L'idée de base, c'était quand même ça. Et après, on s'est dit pourquoi l'automobile? Parce que déjà, on est né de l'automobile, un père conscient de l'automobile. L'automobile, la notion de pilotage, copilotage, c'est une image qui est parfaite pour schématiser le métier de nos conseillers. C'est pour ça qu'on est parti dans cette aventure. Donc ça, c'était chouette. On a vécu des moments difficiles, surtout à la création et au lancement. C'était pas forcément évident. Donc là, c'était quoi les 500 nocturnes? C'était il y a 8 ans. 9 ans, non, 8 ans.
8 ans, donc en 2015, la première édition. Donc voilà, donc, pour répondre peut-être d'une manière un peu plus précise à ta question, entre 2007 et 2024, c'est effectivement jalonné de nouvelles créations d'entreprises, de nouvelles espaces entrepreneuriales. Il y a eu comme un changement à l'époque aussi, qui était la nomination de Caroline Voineau à la direction générale quand même de Rivalis. Nous, à l'époque, c'est là qu'on faisait des 500 nocturnes, de l'Inovia, on faisait tout ça. Ouais, ça vous a libéré un peu de temps on pouvait pour faire aller tout ça. vous amuser. Et puis voilà, force était de constater que voilà, ce qui nous animait quand même à travers tout ça, c'est quand même Rivalis, Henri et tout ce qu'on avait développé. Ouais, et pourquoi aujourd'hui on a repris plus la direction générale et l'organisation, et on est plus rentré dans le personnel, c'est parce que on se reconcentre sur ce qu'on aime faire, sur ce qui nous passionne. Et après, les 500 nocturnes continuent d'exister. Ah, ça, c'est une grande réussite. C'est devenu un événement chaque année. C'est en septembre. Oui, 4000 chefs d'entreprise présents. C'est un bel événement qui commence à être connu, reconnu. 80% de nos clients reviennent l'année suivante. Donc là, on est vraiment dans un schéma de fidélisation. Ils sont heureux, ils font du business, ils signent des affaires, ils sont contents, ils s'amusent, ils passent un bon moment. Donc non, l'objectif qu'on s'était fixé, il est atteint en tout cas sur cette. Il est atteint et puis en même temps avec un événement sympa, fun. Ouais, sympa. De toute façon, on prend plaisir. Je crois que c'est un peu comme le fameux projet de vie, on en parlait tout à l'heure. Notre projet de vie, c'est aussi ça, c'est de s'amuser. Dans notre projet de vie, c'est de créer et puis de s'amuser. Si c'est faire une entreprise pour gagner de l'argent uniquement, ça ne nous intéresse pas. Les 500 lectures, c'est sympa, on rencontre des gens, on fait la fête. Inovia, c'est sympa, on rencontre des gens, on fait la fête. Petite entreprise, on a une nouvelle aventure, des collaborateurs, on rencontre des gens. Le caveau, c'est sympa, on fait la fête. C'est ce qui nous anime. C'est des projets de rencontre des gens qu'on a d'une manière générale dans le parcours d'entrepreneur. Et même au-delà de ça, et quand je t'entends et quand j'entends, c'est créer les meilleures conditions pour faire se rencontrer des personnes qui ont envie d'échanger sur une thématique d'entreprise. C'est toujours ça le point commun. Ouais, c'est ça. Est-ce que si je t'évoque ton papa, Henri, dans toutes les années de réflexion, et moi c'est surtout justement ce virage 2004 où tu as rejoint de nouveau l'entreprise et tu as mis le pied à l'étrier sur pas mal de choses. C'est quoi les souvenirs que tu as de ton père, justement dans les grandes discussions qui ont fait je me rappelle de plans de mutation, de choses assez fabuleuses qui sont sorties de ces confrontations constructives que vous avez fait émerger à vous trois. Alors déjà, je pense qu'en toute modestie, si mon père et mon frère n'avaient pas été la Rivalis, n'existeraient pas. Si je n'avais pas été la Rivalis, je pense qu'il n'existerait plus. Parce que justement, mon père avait d'énormes qualités, mais c'était pas un homme d'affaires. Le business, ça l'intéressait pas. Un conseiller avait un souci, il n'était pas content. Oh, je rembourse, j'ai qui, et puis c'est pas grave, et puis c'est pas de sa faute, puis il n'a pas réussi. Okay, c'est une entreprise, on ne peut pas la développer que sur ces bases-là. Et pourtant, ça a toujours été un brillant chef d'entreprise. Mais on sait que voilà, dans sa carrière, en tout cas, la rentabilité de l'entreprise, c'est assez paradoxal d'ailleurs de dire ça, parce qu'il a quand même conçu un logiciel, un système qui est juste extraordinaire pour qu'une boîte soit rentable, mais pour lui, voilà, c'était pas son truc. Quand il fallait être affairiste, voilà, c'est pas son truc. Ouais. Donc c'est vrai que c'était pas facile, parce que moi j'amenais en fin de compte parce que j'avais bossé dans des grands groupes, c'est l'objectif. Hein, quand on a créé Rivalis, moi l'idée c'est d'aller naviguer dans d'autres entreprises, voir d'autres choses, et être capable de le ramener à un moment donné dans l'entreprise pour être capable de la développer. Et quand effectivement je suis arrivé, je me rappelle que c'était des discussions qui n'étaient pas forcément faciles avec Damien. Alors Damien c'était un peu plus facile, parce que c'était plus jeune, j'aurais plus facilement à le convaincre. Mon père c'était plus difficile, quoi. Où c'était pas évident, parce que oui, mais bon, toi, machin, et puis des grands groupes, et puis si, oui, mais c'est pas si chez nous, et puis c'est pas ok, bon. Donc c'était un moment qui était pas facile, mais on a réussi quand même à arriver à ce consensus de ce fameux plan de mutation à l'époque, ce fameux plan de mutation 2004. On dit bon voilà, là il y a des décisions radicales qu'on a prises sur l'entreprise
qui était importante pour que l'entreprise puisse continuer à se développer. Et notre père, je sais que ce n'était pas facile pour lui parce que ce n'était pas dans sa nature de prendre certaines décisions peut-être un peu fermes vis-à-vis de certains conseillers, en l'occurrence, mais c'était nécessaire pour que l'entreprise puisse se développer. Quand tu, à un moment, tu as tout fait, quand tu as tout donné, quand tu as fait ton job, et quand à un moment quelqu'un qui ne réussit pas, tu ne peux pas dire parce que lui, il n'a pas fait son job, nous, il faut quelque part qu'on rembourse, que nous, on fasse marche arrière, ou qu'on le rende quelque chose, alors que nous, on avait fait tout un travail pour faire que ça réussisse. Donc, c'était assez compliqué, en tout cas dans la tête de notre père, d'arriver à comprendre ce changement. Et aussi l'idée à l'époque, pour ça, comment on s'en est sorti dans tout ça, c'était de lui dire, écoute, voilà, nous, on va faire tous les trucs chiants, hein, et toi, on va te laisser les trucs que tu adores faire. Éclate-toi avec la formation, passe du temps avec les conseillers, passe du temps en formation, voilà. Fais ça parce que ça, t'aimes le faire, écoute le reste, paperasse, ouais, t'embêtes pas avec ça. T'emmerdes pas avec ça. Donc. Le deal, c'était un peu ça, c'est que nous emmerde pas là, hein, on t'emmerdera pas là-dessus, et comme ça, on sera très heureux, ça se passera très bien. Et ça s'est très bien passé, et on est très heureux aussi, quelque part, d'avoir pu lui permettre de libérer aussi de toutes ces contraintes. Parce que on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est lourd un réseau. Ah, mais c'est sûr. Ça pèse, mais c'est parce usant. que les gens ils sont exigeants, c'est logique, ils ont payé, ils veulent des choses, enfin... Il faut porter tout ça, même psychologiquement, c'est pas évident. Puis quand en plus on se sent responsable ou on se sent tellement engagé pour cette cause, et que voilà, c'est encore plus dur psychologiquement des fois à porter. C'est pour ça qu'on voulait, nous, le déconnecter de toutes ces contraintes juridiques, sociales, organisationnelles, etc. pour qu'il puisse s'éclater à faire que ça. En fait, c'est une ONG qu'il aurait dû monter. Ah bah oui. Votre père, je pense qu'il se serait éclaté dans une organisation à but non lucratif.